On essaie de vous exclure du champ du discours et de vous refuser la participation au débat. Il en résulte aussi que je ne suis pas invité à de nombreuses conférences parce qu'on me dénie l'intégrité scientifique ou parce que ma présence sur la liste des participants serait peut-être gênante. Pour moi, il est tout à fait clair que je n'ai plus vraiment de possibilité de développement scientifique dans l'espace germanophone. Les possibilités de m'épanouir au sein du cercle de collègues sont limitées, car comme je l'ai dit au début, on travaille délibérément à discréditer ma position, afin de pouvoir ensuite dire « Bien sûr, nous ne voulons rien avoir à faire avec cet enfant indésirable qui travaille de manière malhonnête et douteuse. » Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec le politologue autrichien et professeur d'université Gerhard Mangot. Le professeur Mangot enseigne à l'université d'Innsbruck avec un accent particulier sur les relations internationales et la sécurité dans l'espace post-soviétique. Le professeur Mangot est également régulièrement invité dans les médias germanophones et représente l'une des voix de plus en plus rares en faveur d'une politique russe réfléchie. Pour cela, il a souvent été critiqué, et ces dernières semaines, il fait même l'objet d'une véritable campagne de dénigrement sur Twitter X. Ce qui m'effraie dans ce contexte, c'est qu'on lui reproche même de vouloir construire des ponts avec la Russie, ce qui apparemment, dans le climat actuel en Europe, est déjà une accusation, une sorte de délit social. Nous souhaitons aujourd'hui parler des attaques dont vous faites l'objet et de la radicalisation du discours concernant la Russie. Monsieur Mangot, soyez le bienvenu. Bonjour. Pourriez-vous peut-être nous raconter ce que vous vivez en ce moment? Vous vous exprimez assez fréquemment, car de nombreux médias vous sollicitent sur la politique russe. Et je constate actuellement sur Twitter de nombreux commentaires haineux et des critiques très virulentes à votre encontre. Que se passe-t-il en ce moment? Au fond, il s'agit d'attaques provenant de comptes qui n'utilisent pas leur vrai nom, mais il y a certainement aussi des fermes de commentaires impliquées, qui formulent simplement des critiques dans le but de discréditer ma personne, c'est-à-dire moi. On m'accuse désormais de ne pas être honnête ou intègre sur le plan scientifique et par conséquent, comme interprétation supplémentaire, d'être rémunéré ou non un serviteur dans les déclarations publiques de la direction russe, un serviteur dans la diffusion des récits russes. Et c'est quelque chose qui, je crois, dérange le plus les scientifiques. Il ne s'agit pas du tout de dire que la contradiction ou la critique sont des choses qu'on ne souhaite pas entendre. Au contraire, la critique est particulièrement utile pour affiner sa propre position, ou même pour la modifier si l'on se laisse convaincre que quelqu'un d'autre a de meilleurs arguments. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit de véritables commentaires haineux, parfois dans un langage extrêmement vulgaire, qui n'ont pour seul but que de discréditer la personne, c'est-à-dire moi, et de répandre des contre-vérités, des mensonges et des déformations. Et le problème, c'est qu'il est pratiquement impossible de se défendre juridiquement contre cela, surtout contre des comptes anonymes. Oui, donc l'un des commentaires qui m'a aussi poussé à écrire vient d'un compte qui s'appelle « Où est-il ?» Vic. Il a publié tout un fil, 16 messages, à votre sujet, et écrit ici que vous faites semblant d'être un expert. En réalité, vous seriez probablement lié au Kremlin, car on vous reproche d'avoir sur votre site une belle photo du Kremlin, donc de Moscou. Et vous, en tant qu'expert de l'espace post-soviétique, qui avez fait des recherches sur ce sujet depuis 20-30 ans, on veut vous reprocher d'entretenir depuis des années des relations avec votre objet d'étude. Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet?
Oui, c'est étonnant qu'un scientifique qui travaille depuis très longtemps, dans mon cas, ça fait 39 ans, dans le domaine de la recherche sur la Russie, soit accusé, ou dans mon cas précis que je sois accusé, d'avoir publié sur la page d'accueil de mon site Internet, dans la documentation de mon activité de recherche, une photo du Kremlin, c'est-à-dire du centre de décision de la politique russe. Si quelqu'un publiait une photo de la Maison-Blanche, cela ne susciterait probablement aucune critique, ou presque aucune. Mais simplement parce que je publie une photo du Kremlin, uniquement pour signaler aux utilisateurs de mon site qu'il s'agit ici de la Russie, principalement de la Russie, cela devient déjà un reproche et une prétendue preuve que je serais au service du Kremlin, rémunéré ou non. Je dois absolument lire ce post à voix haute, car je n'arrive même pas à le digérer. Mangot a beau être professeur à Innsbruck, il semble résider intellectuellement quelque part entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Tandis que l'Europe érige des murs de sanctions, lui construit des ponts, surtout parce qu'il ne vit pas en Ukraine, mais lit les rapports de l'OSCE dans un café d'Innsbruck. On vous reproche vraiment. Votre crime serait donc de construire des ponts. Pourriez-vous peut-être réagir brièvement à cela? Fondamentalement, il faut dire que le champ d'interprétation, on peut aussi dire le champ d'opinion, est tout simplement très étroit. Le débat sur la Russie et la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est très restreint, émotionnel, polarisé et n'est plus objectif. Et dans la fonction que j'occupe, où j'essaie justement de montrer des issues à cette guerre, d'élaborer différents scénarios, il s'agit bien sûr aussi de savoir comment l'Europe va gérer ses relations avec la Russie dans les 5, 10, 15 prochaines années. Car une chose est immuable, la géographie. La Russie reste le voisin de l'Union européenne, et c'est pourquoi il faut aussi une politique de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Et cela peut bien sûr, et doit probablement à court terme, être l'une des sanctions et de l'isolement politique. Mais à long terme, ce n'est pas une stratégie avec laquelle on peut réellement mener une politique raisonnable. C'est pourquoi je soutiens également que du côté européen, nous devons réfléchir à la manière dont nous traitons avec la Russie et à quelles conditions. Certains veulent construire des ponts, et cet utilisateur m'en fait un reproche. D'ailleurs, je ne lis pas de rapport de l'OSCE, car il n'y a guère d'informations qui permettent réellement de savoir ce qui se passe dans l'appareil décisionnel à Moscou et quelles sont les intentions, les intérêts et les objectifs de la partie russe dans cette guerre d'agression. Ce qui me paraît étrange dans la situation actuelle, c'est que le fait de construire des ponts, ou même de favoriser la compréhension des processus de décision à Moscou, ainsi que de ce qui domine réellement le discours politique en Russie, est précisément ce qui dérange ces utilisateurs ou attaquants en ce moment. Ce qu'ils veulent, c'est une image relativement étroite et confinée, une caricature de la Russie dans laquelle Vladimir Poutine est un despote maléfique qui, comme Iago dans Othello, agit par pure méchanceté. Laisse-moi faire le mal aujourd'hui. Quiconque ne véhicule pas cette image se voit déjà reprocher dans l'espace germanophone d'être un compreneur de Poutine. Ce qui est étrange, c'est que justement, en tant que scientifiques, nous sommes censés nous pencher sur les raisons pour lesquelles les gens prennent certaines décisions. Est-il encore possible, dans cette situation surchauffée, de mener un travail scientifique de qualité en Europe? Eh bien, pas lorsqu'on s'exprime en public. Lorsqu'on écrit un article ou un livre dans le secret du chercheur, on peut à peu près gérer ce que dit le monde extérieur. Mais dès qu'on entre sur les réseaux sociaux, ou comme moi, qu'on est très présent médiatiquement,
dans l'espace germanophone avec des interviews, des débats et des commentaires, alors la résistance commence, si je puis l'appeler ainsi. Certains comptes, ou quels que soient les motifs de ces acteurs, cherchent alors à détruire cette personne, à la discréditer. Des médias sont même contactés de manière ciblée pour qu'on ne m'interviewe plus. Il y a eu plusieurs campagnes depuis le début de la guerre contre lesquelles on ne peut pas se défendre. Mais ma position en tant que politologue est qu'un politologue doit également partager ses résultats de recherche avec le public, communiquer avec les populations de différents pays afin de leur fournir, de mon point de vue, une interprétation correcte et probablement juste des événements politiques, pour qu'ils puissent se forger une image de référence. Et c'est aussi la raison pour laquelle je poursuis mon travail malgré ces commentaires haineux, justement parce que je ne veux pas laisser le discours à ceux qui veulent contrôler le débat de manière totalement polarisée, émotionnelle et unilatérale. Exactement. Nous sommes ici dans le domaine du contrôle du débat, c'est-à-dire du problème qui ne consiste pas seulement à comprendre ce que fait l'autre camp, donc la Russie, mais aussi à réfléchir à la manière dont nous pensons à ce sujet, car cela influencera la politique ou la marge de manœuvre possible au sein de la politique en Europe. En somme, tout simplement dans le domaine de ce que l'on appelle habituellement la propagande. Dans quelle mesure avez-vous constaté, au cours des 3 dernières années, pendant lesquelles ce conflit, c'est-à-dire la guerre à grande échelle depuis 2022, se poursuit, un durcissement du discours? Et où pensez-vous que nous en sommes actuellement en ce qui concerne ce qui est encore considéré comme acceptable? Je pense que si l'on observe les débats scientifiques, qui peuvent parfois être très acrimonieux, on en arrive à la conclusion que certains acteurs, et c'est la majorité d'entre eux, essayent d'empêcher que l'on comprenne ce que pense l'autre camp, comment il perçoit les choses. Parce qu'on suppose immédiatement que comprendre l'autre acteur signifie approuver son comportement, comprendre ses décisions politiques. Mais c'est absurde. Nous devrions tous essayer de comprendre le plus complètement et le mieux possible ce qu'un acteur fait, ce qu'il pense, comment il perçoit les choses. Mais l'autre idée, qui est alors sous-entendue, que celui qui comprend approuve aussi, c'est à mon avis scientifiquement très pauvre. Et cela est également lié au fait que je critique du moins, selon ma propre conception scientifique, à savoir que de nombreux experts et expertes, y compris des professeurs et professeurs dans les universités, ont en réalité quitté le domaine de la science depuis le début de cette guerre, si je peux m'exprimer brutalement, et sont entrés dans le domaine de l'activisme. Cela signifie qu'ils se considèrent soudainement comme des acteurs qui veulent influencer activement la politique dans le cadre de cette guerre. On peut bien sûr le faire, mais lorsqu'un scientifique devient un activiste, il ne peut pas en même temps continuer à jouer le rôle du scientifique. Il évolue simplement dans une autre sphère. Et j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon grand regret à ce sujet. Et j'ai aussi été insulté pour cela, parce que on nous reproche, à nous scientifiques, d'essayer de faire de la politique. Or, c'est une tâche qui revient aux élites politiques, tandis que notre rôle est de montrer quelles décisions prises ou pouvant être prises pourraient mener à quel résultat dans quel scénario. C'est cela que fait le scientifique. Il est l'observateur, celui qui met en perspective, l'interprète, mais il ne fait pas partie de la politique. Pourtant, la majorité des chercheurs germanophones spécialisés sur la Russie et la sécurité se considèrent dans ce conflit dont le discours est émotionnalisé comme partie prenante à la guerre. Et cela est très dommageable pour la science. Oui, je suis d'accord avec vous.
Mais il est aussi très difficile de séparer ces choses, car la compréhension de la façon dont quelque chose fonctionne va généralement de pair avec des opinions sur la manière dont il faudrait utiliser la machine que l'on pense avoir comprise. C'est pourquoi, selon moi, il faut simplement indiquer clairement à partir de quel jugement on s'exprime, puis défendre un point de vue. Et il existe alors d'autres points de vue, qu'il faut accepter. Mais dans le cadre du débat, on obtient souvent plus que ce avec quoi on a commencé. Mais maintenant, il y a clairement un camp qui essaye d'exclure l'autre du débat, et il semble que vous soyez déjà persona non grata pour cette forme ou ce côté de l'activisme académique. Comment cela se passe-t-il avec votre université et vos collègues universitaires? Est-ce que la manière dont vous vous exprimez reste, du moins dans le milieu académique, conforme à la façon dont on interagit en Europe? Ou subissez-vous également des pressions d'autre côté? Eh bien, je dois malheureusement dire que l'université, mon université, vous abandonne complètement lorsque vous devenez la cible de campagnes de haine. J'ai même entendu une fois, tu ne devrais pas toujours te présenter comme la victime, car tu ne l'es pas. Cela signifie qu'on ne peut pas faire confiance aux supérieurs ni à la direction de l'université pour obtenir du soutien, ni s'attendre à ce qu'ils prennent des mesures destinées à protéger les chercheurs individuellement et à les aider dans ce contexte. Pour mes collègues à l'Institut, c'est généralement le cas qu'ils ne le remarquent même pas vraiment, qu'ils n'y prêtent pas attention. Donc il n'y a pas de pression de ce côté-là. Mais il y a une pression venant de la communauté scientifique. Dans mon cas, surtout dans l'espace germanophone, principalement en Allemagne, où l'on constate que même des scientifiques, des collègues qui devraient pourtant être attachés au principe de s'approcher le plus fidèlement possible de la réalité et de l'interpréter, en viennent à diffamer personnellement. Je peux citer une personne en particulier, le professeur Carlo Mazzala, de l'Université de la Bundeswehr à Munich, qui, lorsque j'ai écrit exactement cela sur X, à savoir que des scientifiques tombent dans le rôle d'activistes, a répondu « C'est un commentaire minable », puis a commencé à poster systématiquement des accusations contre moi sur X, vraiment dans le but de dire simplement, dans mon cas précis, M. Mangot, mais cela concerne aussi beaucoup d'autres, qu'on ne peut pas lui faire confiance, parce qu'il n'est pas honnête, et qu'il est en réalité, ou peut-être que certains diraient même sûrement, un agent du camp russe qui souhaite diffuser des récits russes. Et c'est vraiment quelque chose de très très regrettable, qui attriste aussi de constater qu'entre collègues, on semble avoir totalement perdu le respect et qu'on ne tolère pas que d'autres aient un avis différent, et qu'à côté d'une opinion dominante, il existe aussi des positions minoritaires auxquelles je m'identifie dans ce conflit. Quand avons-nous perdu, ou du moins diminué, cette capacité au débat? Je pense qu'elle n'a pas complètement disparu. Je pense aussi que nous avons encore la possibilité, surtout dans les milieux scientifiques, en Europe, en Amérique du Nord, etc., de nous exprimer de manière relativement autonome. Ce n'est pas un environnement totalement répressif. Mais nous constatons cette uniformisation, je considère cela comme un phénomène sociologique, et nous l'avons déjà observé pendant la période du Covid, où la pression pour s'exprimer dans un certain cadre augmente énormément, au point que l'on ne veut même plus permettre à des positions scientifiques opposées, même si on les juge absurdes, d'être entendues d'une quelconque manière. Pouvez-vous, j'attribue une partie de cela au Covid, mais voyez-vous d'autres raisons pour lesquelles nous nous dirigeons actuellement vers cette uniformisation? Je dois dire que cela tient certainement aussi au fait que les scientifiques cherchent une visibilité médiatique et qu'ils savent
que s'ils défendent une position particulière, ils ne seront plus présents dans cet espace médiatique, ou du moins, ils n'y seront que de façon beaucoup plus restreinte. Car certains médias ne réalisent tout simplement plus d'interviews avec des personnes qui pensent en dehors du courant dominant. Je pense aussi que beaucoup de scientifiques se demandent « Qu'en est-il de la recherche sous contrat? Quelles implications une position controversée, non conforme au mainstream, pourrait-elle réellement avoir sur le financement, sur leur propre travail scientifique? » C'est certainement aussi un facteur qui joue un rôle ici. Et je pense que ce point de bascule coïncide effectivement avec l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Il était alors évident que de nombreux scientifiques pensaient et pensent encore qu'ils doivent d'une certaine manière s'engager de façon activiste. Ils doivent formuler des demandes de livraison d'armes, ce que je trouve totalement absurde pour un scientifique. Pour ma part, je procéderais ainsi. Dire que si telle ou telle arme, tel ou tel système d'armes est livré, alors il faut s'attendre aux conséquences suivantes. C'est quelque chose qu'un scientifique peut faire. Mais lorsqu'un professeur de relations internationales dit que le Taurus, le missile de croisière Taurus, doit être livré, ou que des chars doivent être livrés, cette campagne de scientifiques avec le hashtag #FreeLeopard, c'est-à-dire livré en référence au char Léopard 2 de la Bundeswehr allemande, lorsque des scientifiques s'engagent ainsi, non seulement dans le conseil politique, mais vont jusqu'à exercer une influence directe sur la politique. Pour moi, le travail scientifique, l'activité scientifique s'arrête là. Oui, je suis d'accord avec vous. Je me demande alors toujours ce que ça signifie aussi pour moi, car j'essaie toujours de dire « Non, en fait, s'il y a un endroit où cela devrait se passer, ce serait que les scientifiques devraient en principe plaider pour la paix et la désescalade, ce qui, dans votre sens, est aussi une forme d'activisme. Et vous avez raison, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Oui, alors là, je me permets de vous interrompre. Pardonnez-moi. Mais je dirais ceci. Si quelqu'un a, pour ainsi dire, une compréhension émancipatrice de la science politique, orientée vers certains objectifs de valeur, je ne considère pas encore cela comme de l'activisme, mais simplement comme une position scientifique légitime. Personne n'est obligé d'adopter la même position que moi, à savoir, en tant qu'analyste, cela m'est totalement égal de savoir qui va gagner la guerre en Ukraine. Je ne dis donc pas que ma conception de la science doit être celle de tout le monde. Une orientation fondée sur des valeurs, une activité de politologue guidée par des normes éthiques est tout aussi légitime que, pour ainsi dire, mon approche. Mais la manière dont on se comporte concrètement en public, à partir d'un engagement envers certaines valeurs dans sa propre recherche en sciences politiques, est encore une toute autre question. Par exemple, si l'on dit « Oui, je veux la paix, la Russie doit être vaincue, donc nous devons livrer des armes, nous devons sanctionner la Russie, nous devons permettre à l'Ukraine de mener le plus d'activités militaires possibles sur le sol russe. » Pour moi, cela ne relève alors plus simplement d'une orientation fondée sur des valeurs, mais bien d'une prise d'influence politique et d'un comportement politique. Oui, et c'est aussi une tentative de manipulation de la perception du public. Et c'est justement quelque chose qui déplaît à beaucoup d'entre nous. Le fait que nous ayons l'impression qu'on construit ici un démon de l'autre côté, qui tout simplement ne correspond pas à la réalité. Et lorsqu'on a une image de l'ennemi qui n'est pas fondée sur la réalité, on prend des décisions qui peuvent être désastreuses. Il devrait donc y avoir un intérêt général à saisir ces réalités de la manière la plus objective possible. Est-ce qu'en Europe, en Autriche, peut-être dans l'espace germanophone, nous sommes déjà allés si loin dans cette rhétorique de guerre que cette évaluation objective n'est même plus souhaitée socialement?
par une majorité de personnes. Donc, d'après ce que je ressens des réactions de la population dans la rue, lors de mes apparitions médiatiques, les gens louent justement le fait que je regarde le conflit de manière objective et neutre, et ils ont confiance en ce que je dis. Ils disent souvent que je suis en quelque sorte la référence en matière d'objectivité. Ce que je dis, on peut le croire. C'est évidemment agréable pour le scientifique. Mais le point est que je considère qu'au niveau scientifique, nous n'avons affaire qu'à des campagnes, que des scientifiques participent à des campagnes, et ne cherchent même plus le débat scientifique au sens d'un échange d'arguments, de discussion, de mise en balance des arguments, mais que des scientifiques disent « nous voulons, en collaboration avec les médias », et il s'agit surtout des médias de service public dans l'espace germanophone, monopoliser le discours et présenter toute critique de ce discours dominant qui sert aussi de légitimation à ce que font les gouvernements d'Europe occidentale ou occidentaux, tout ce qui s'oppose à cette campagne de validation de la politique européenne et occidentale, comme un moyen de discréditer toute tentative de comprendre aussi l'autre côté du conflit, de comprendre les intérêts, les perceptions, les objectifs, en la présentant immédiatement comme une déviation du consensus moral dominant et comme quelque chose d'indécent, d'anti-scientifique. Il n'y a jamais eu de terme plus stupide. Non, ce n'est même pas un terme scientifique. Mais il n'y a jamais eu de terme plus stupide que celui de compreneur de Poutine. Car la compréhension des phénomènes que nous étudions, la compréhension, je dois me corriger, la compréhension des objets de recherche est précisément l'objectif ultime de toute activité scientifique. Et à partir de là, je peux aussi déduire des scénarios. Que se passe-t-il si la politique agit de telle ou telle manière? Cela ne signifie pas que l'on approuve ce que fait la Russie, mais il faut examiner les motivations de la Russie. Il faut aussi comprendre la perception russe des comportements et des politiques occidentales, et analyser dans quelle mesure cela influence les actions, par exemple du côté russe. Il ne s'agit pas, dans un sens moral, mais dans un sens de droit international, de dire que la Russie n'est pas seule responsable de cette guerre. Bien sûr, la Russie s'est mal comportée dans une situation politique qu'elle percevait comme dangereuse, en violant le droit international et l'interdiction de la violence des Nations Unies. Mais il faut comprendre comment, du point de vue russe, on en est arrivé là, et quelle marge de manœuvre la politique russe avait réellement avant cette guerre. Comme je l'ai dit, il s'agit de comprendre, non d'excuser. Je dois toutefois dire franchement, il est bien sûr totalement unhistorique d'affirmer que le 24 février 2022, Poutine a personnellement, et ainsi la politique étrangère russe est entièrement personnalisée, décidé d'envahir l'Ukraine, et qu'il n'y aurait pas eu de contexte préalable à cela. Ma position est la suivante. Les États occidentaux ont également commis des erreurs dans leur politique envers la Russie, intentionnellement ou non, qui ont créé du côté russe une perception ayant conduit la Russie à prendre une décision fatale et erronée. Cela ne signifie pas que je rends l'Occident responsable de la décision de guerre prise par la Russie, mais je dis une telle décision, aussi erronée soit-elle, à bien des égards, a une histoire préalable dans laquelle elle s'inscrit. Il faut donc, sans œillère, essayer d'examiner et de comprendre qui a façonné et influencé cette histoire préalable, de sorte que la Russie ait malheureusement pris une décision totalement erronée et inacceptable de mener une guerre d'agression. Et justement maintenant, si nous laissons de côté, pour l'instant, l'évaluation de l'attaque et que nous nous concentrons sur ce que nous constatons actuellement en Europe, c'est que d'une part, nous avons ces termes de combat et ce mot « compréhensif » envers Poutine. Cette discussion est également traduite en anglais,
en français et dans d'autres langues. Et ce mot n'existe pas du tout dans d'autres langues. C'est uniquement dans l'usage allemand qu'il s'agit d'un reproche de pouvoir comprendre M. Poutine. Fait intéressant. Ce reproche vient toujours de personnes qui diront aussitôt « Je vais t'expliquer comment il faut vraiment le comprendre, car toi, tu le comprends mal. » En réalité, il s'agit du reproche de mal comprendre Poutine, ou plutôt de l'interpréter différemment d'eux. Et deuxièmement, que nous avons justement établi cette égalité, et j'ai déjà constaté cela chez des collègues très bien formés, qui ne comprennent plus mentalement qu'il existe une différence entre explication et justification. Dans ce récit, on assimile le fait que si l'on explique pourquoi la Russie a fait quelque chose, et que cette explication diffère de celle de ceux qui revendiquent le monopole de l'interprétation, un autre beau mot allemand, Deutungshoheit. Alors, en expliquant, on justifie déjà en quelque sorte. La question va peut-être trop loin, mais pouvez-vous expliquer pourquoi, dans ce récit, nous ne parvenons plus à faire cette distinction? Et cela a-t-il commencé avec la Russie, ou cela remonte-t-il aux années 2000 ou 90, lorsque nous avons commencé à assimiler explication et justification? Eh bien, lorsque l'on reproche à quelqu'un qui explique quelque chose de justifier cette chose, cela se produit dans une situation ou un contexte où ceux qui revendiquent pour eux-mêmes le monopole de l'interprétation veulent à tout prix empêcher toute critique de leur discours dominant. La monopolisation du discours, et cela se fait souvent en étroite coordination avec la politique, ne doit surtout pas être perturbée par des points de vue, des opinions ou des interprétations différents. Et j'aimerais formuler un deuxième reproche. Je pense que certains collègues reprennent délibérément les récits gouvernementaux en Occident. Par exemple, ce débat presque hystérique. Quand la Russie attaquera-t-elle l'OTAN? Quand l'Ivan sera-t-il, pour ainsi dire, à Berlin et à Paris? Et ils présentent cela comme un fait établi, à savoir que la Russie, après l'Ukraine, quelle que soit l'issue de ce conflit, tourne de toute façon contre l'Europe. L'armée russe, la direction russe, se tournerait contre l'Europe. Et la science, qui présente en quelque sorte ce scénario comme certain et considère toute critique de ce scénario comme une critique guidée par des récits russes, fournit bien sûr aussi à la politique le champ d'explication correspondant, en accordant ainsi à la politique le droit de réagir à cette prétendue menace certaine, par le réarmement de son propre camp et le soutien militaire à l'Ukraine. En quelque sorte, ce sont les Ukrainiens qui servent de bouclier dans la guerre contre la Russie, afin que la Russie ne se tourne pas contre l'Occident. Et cela, c'est la participation de la science à l'idéologie de domination. Et c'est quelque chose qui m'est totalement inacceptable. Il est possible que la Russie ait des ambitions. Non, la Russie a des ambitions. Il est également possible que la Russie commette à nouveau une erreur fatale et attaque un pays voisin. C'est possible, mais c'est pas probable. Mais dans le débat, ce scénario d'une attaque russe est même déjà planifié. L'historien de Potsdam, Sönke Neitzel, a par exemple déclaré que nous vivons peut-être le dernier été en paix. Massala affirme qu'au plus tard, en 2029, il y aura une tentative d'influence russe, voire une attaque militaire, ce qui signifie que nous commençons déjà à planifier certaines mesures et à justifier ainsi que la politique consacre toutes les ressources à ce domaine de l'armement. Je ne veux absolument pas dire par là que les armées d'Europe occidentale, qui sont souvent ni prêtes au combat, ni opérationnelles, ne devraient pas être mieux équipées, car la capacité de défense et la dissuasion sont toujours un élément important de la politique de sécurité d'un État. Je ne critique pas cela, mais ce que je critique, c'est que des scientifiques soutiennent en quelque sorte cet objectif politique en justifiant leur propre réarmement
par la peur qu'ils attisent à propos des prétendues ambitions de la Russie. Le point essentiel est le suivant. Si les États d'Europe occidentale, qui connaissent parfois des situations budgétaires très précaires, doivent désormais remplir deux missions, leur propre réarmement et le soutien militaire à l'Ukraine, la question se pose naturellement. Comment cela sera-t-il financé? Et il n'existe aucun mode de financement qui n'entraîne pas une charge pour la politique dans d'autres domaines, en particulier la politique sociale. Et pour éviter que ce débat n'émerge, à savoir quelles sont nos préférences en matière de dépenses, où nous dépensons, avec quels moyens nous finançons ceci ou cela, il existe justement ce récit dominant. Nous serions dans une situation où une attaque de la Russie serait imminente et où nous devrions être aptes à la guerre, selon le terme de Pistorius. Et à mon avis, certains chercheurs et chercheuses alimentent cette idéologie dominante en prétendant la soutenir scientifiquement et en la communiquant ainsi dans les médias. Vous avez très bien expliqué comment fonctionne cette spirale d'escalade interne européenne, où les professionnels des médias collaborent avec des scientifiques, partageant certaines interprétations, lesquelles sont ensuite intégrées dans la politique. Et la politique, bien sûr, a aussi un effet de rétroaction. Car comme vous venez de le dire, certains financements scientifiques peuvent effectivement dépendre de la position que l'on adopte ou non. Pouvons-nous en parler brièvement? Êtes-vous inquiet que vos propres financements scientifiques, que vos propres possibilités d'évoluer dans l'espace scientifique européen soient désormais limitées par cette situation? Où l'ont-elles déjà été? Je qualifierais donc ma position de marginalisation dans l'espace germanophone. Cela signifie qu'on essaie de m'exclure du champ du discours et de me refuser la participation au débat. Il en résulte aussi que je ne suis pas invité à de nombreuses conférences, car on met en doute mon intégrité scientifique. Peut-être aussi parce que ma présence sur la liste des participants serait gênante. Pour moi, il est tout à fait clair que je n'ai plus vraiment de possibilités de développement scientifique dans l'espace germanophone. Les possibilités de m'épanouir au sein du cercle de collègues sont limitées, car comme je l'ai déjà dit au début, on travaille consciemment à discréditer ma position, afin de pouvoir ensuite dire « Bien sûr, nous ne voulons rien avoir à faire avec cet enfant indésirable qui travaille de manière malhonnête et peu rigoureuse. » Et cela a pour conséquence, par exemple, qu'on ne peut plus publier dans certaines revues spécialisées. Si j'essayais, par exemple, de publier quelque chose dans la revue de la Société allemande d'études sur l'Europe de l'Est, en suivant mon interprétation du conflit, je m'attendrais, bien sûr, je ne peux pas le savoir et la rédaction le nierait catégoriquement, je m'attendrais à ce qu'un tel article ne paraisse même pas, parce qu'il ne correspond pas au travail éditorial d'orientation de l'opinion qui y est mené. Donc, oui, on peut aussi être marginalisé en tant que scientifique. Et certains scientifiques succombent alors à la tentation, pour ainsi dire, de se mettre au service de l'autre camp, ou de s'offrir à l'autre camp, ce que je ne fais pas. Mais on subit certainement des sanctions concrètes si l'on s'écarte trop du couloir d'opinion. Je voudrais également attirer l'attention sur un autre aspect. Il ne s'agit pas seulement, pour ainsi dire, de la marginalisation scientifique, mais tout cela doit aussi être traité psychologiquement. Il existe bien sûr l'expression « si tu ne supportes pas la chaleur, ne rentre pas dans la cuisine ». On pourrait donc dire, Monsieur Mangotte, si vous vous exposez au public, vous devez aussi supporter d'être critiqué. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de critique, il s'agit de diffamation. Et supporter la diffamation, surtout lorsque, pour ainsi dire, la base essentielle de mon existence scientifique est détruite, à savoir le fait que je travaille de manière intègre et honnête, c'est quelque chose qu'il faut traiter psychologiquement.
Parfois, on y arrive bien, parfois moins bien, et parfois pas du tout. Et c'est justement aussi quelque chose qui conduit indirectement à une forme d'intimidation. On n'aborde même plus certains sujets, on ne publie plus rien sur certaines questions, simplement parce qu'on a déjà une certaine crainte de la réaction. Une réaction que l'on ne peut peut-être pas toujours supporter psychologiquement, voire pas du tout. Et cela est vraiment fatal. Donc, en plus de la marginalisation, la destruction psychologique des personnes qui pensent différemment est pour moi quelque chose de totalement destructeur. Et cela montre bien que nous ne sommes plus dans un débat rationnel. Oui, c'est aussi ce que provoque toute la psychologie de la guerre, c'est-à-dire ce qui pousse toute une société dans la guerre. C'est justement le fait que le discours n'est plus possible, à cause de cet effet paralysant sur un véritable échange à propos de ce qui se passe. Ainsi, le couloir se rétrécit de plus en plus, jusqu'à ce qu'au final, l'envoi de troupes au front devienne la seule stratégie possible qui domine et soit acceptée par la société. Et c'est ainsi qu'on amène des sociétés entières à courir à leur perte. Et ma grande crainte, c'est que l'Europe se dirige actuellement exactement dans cette direction. Il ne s'agit pas de se réveiller un matin en se disant « Aujourd'hui, je veux la guerre ». Il s'agit de cette lente installation dans la certitude qu'il faut désormais, comme on l'entend déjà partiellement dans les médias allemands, et comme cela a aussi été dit par un scientifique, un historien, que les mères, contre leur gré, doivent être prêtes à sacrifier leurs fils. Je ne sais plus qui a dit cela, mais c'est un historien qui l'a exprimé ainsi dans l'espace germanophone. Je ne connais pas non plus le nom, mais j'ai également lu cela, et j'ai été en fait stupéfait par cette déclaration. La mise au service prétendue de la science dans la rhétorique de guerre. Il ne faut pas oublier ce que nous... Bien sûr, c'est bien pire en Russie, je le dis ici en guise d'autoprotection. Mais nous vivons dans des sociétés occidentales, surtout en Europe. Et il n'y a pas seulement une militarisation du discours, mais aussi une militarisation de la vie sociale. Par exemple, lorsqu'on dit que la Bundeswehr allemande doit aller dans les écoles pour s'y présenter et expliquer ce qu'elle fait. Et cela est souvent moins clairement exprimé. Il s'agit en quelque sorte de recruter des soldats pour ses propres armées, déjà chez les enfants ou les adolescents. C'est une militarisation dure de la vie publique, qui est, à mon avis, effrayante. Et dans le cadre de ce discours, pour nous aussi, vous êtes autrichien, je suis suisse, nous avons également une politique de neutralité comme partie intégrante de notre politique nationale de sécurité. Et l'on constate en ce moment à quel point les attaques contre cette politique de sécurité non militariste ou peu militariste sont en cours et comment le soutien à la neutralité est déjà assimilé à une mauvaise évaluation du scénario réel de menace. Nous avons bien sûr un tel débat aussi en Autriche, où la neutralité est remise en question, où l'on dit que la neutralité ne nous protège pas, ce qui d'un point de vue objectif et historique empirique est effectivement vrai, mais ce qui n'est pas un argument contre le fait de chercher ou de maintenir malgré tout un statut neutre. Il est évidemment clair que la neutralité nécessite une capacité de défense, une capacité matérielle de défense. Mais le discours dominant est le suivant. Nous avons besoin d'un bloc européen uni où seuls les États membres de l'OTAN agissent et où toute autre orientation de politique de sécurité, qui ne comprend pas la politique de sécurité uniquement comme une politique militaire, est discréditée. Dans une telle situation, il est bien sûr extrêmement difficile pour un scientifique de se faire entendre sans, comme cela a déjà été souvent souligné, être discrédité. Et comme je l'ai dit, réduire la politique de sécurité à la politique militaire est intellectuellement très pauvre.
Bien sûr, il existe une composante militaire dans la politique de sécurité, mais ce n'est qu'une composante parmi beaucoup d'autres. Et j'ai le sentiment que tout le reste est négligé, présenté comme inefficace ou également considéré comme n'étant plus important. Et la concentration se porte uniquement sur la politique militaire, sur la capacité de faire la guerre, sur l'aptitude à la guerre. La façon dont cela s'intensifie actuellement dans le discours politique, soutenu par certaines élites scientifiques. Et je crois que cette évolution va encore s'accentuer et que peut-être dans 2 ans, nous nous réjouirons d'avoir aujourd'hui plus d'espace de débat que nous n'en aurons alors dans 2 ans. Je suis en fait assez pessimiste à ce sujet. So pessimistisch bin ich diesbezüglich eigentlich. Ich auch. Also ich habe das Gefühl, die Chancen, dass in 2 Jahren Moi aussi. J'ai l'impression que les chances que ces chaînes YouTube n'existent plus dans 2 ans sont relativement élevées, ou qu'elles ne soient plus accessibles, qu'elles soient bloquées. Nous en sommes déjà au point où l'Europe, pas la Suisse, mais lui-même a bloqué RT et Sputnik, donc des médias russes. La Suisse ne l'a pas fait. Le gouvernement suisse argumente que cela ne correspond pas à notre conception d'une société libérale. C'est une critique très intéressante de l'UMNOM. Le Japon, d'ailleurs, ne l'a pas fait non plus. On voit donc, à différents niveaux du discours occidental, ce qu'on devrait encore tolérer ou non. Mais j'ai aussi le sentiment que le discours sur les réseaux sociaux devient plus restreint et que la tentation des gouvernements de contrer cette partie du discours va probablement augmenter. des Diskurses abzuwehren, wahrscheinlich zunehmen wird. Ja, ich glaube, das, was man als Ghosting bezeichnet, Oui, je pense que ce qu'on appelle le ghosting devient de plus en plus fort. Le ghosting est provoqué par certains algorithmes ciblés sur les réseaux sociaux. Il se produit aussi lorsque certains médias influents ne diffusent plus certaines positions, ne les autorisent plus, excluent ou marginalisent tous ceux qui défendent ces positions. Et le ghosting va même jusqu'à restreindre, par exemple, la possibilité d'obtenir des fonds publics pour sa propre recherche. Comme je l'ai déjà dit, cette possibilité se réduit tout simplement. dass diese Möglichkeit einfach auch schmäler wird und Ghosting ist, glaube ich, Et le ghosting est, je crois, un terme avec lequel nous devons encore nous confronter de manière très approfondie et dont nous devons comprendre le sens, en réalisant que le ghosting émane simplement d'acteurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et contre lesquels, en tant qu'individus, nous sommes totalement sans défense et absolument impuissants. Nous ne pouvons, pour ainsi dire, pas contrer ce processus. Que peut faire quelqu'un qui est ghosté? Justement, parce qu'il est ghosté, il peut presque plus diffuser sa propre position, du moins pas dans les médias de masse du service public. Et là, il y a, pas en Autriche, mais en Allemagne, déjà pas mal de problèmes, je dois le dire. Schon einiges im Argen, muss ich sagen. Ja. Es ist auch ein extrem schwieriges Thema, weil es... C'est aussi un sujet extrêmement difficile, car nous n'avons pratiquement aucune méthodologie pour l'aborder. Et il y a donc aussi la tentation assez forte de simplement attribuer certaines choses au ghosting. J'ai eu cette discussion à plusieurs reprises avec d'autres collègues qui publient des vidéos sur YouTube et qui disent « Oui, mes vidéos augmentent toujours rapidement au début, puis elles stagnent et ensuite elles sont quasiment mortes. Donc, elles ne sont plus regardées. Et cela serait un indice de ghosting. Et là, je dois dire non, c'est pas vrai. C'est simplement ainsi que se comportent les émissions d'actualité dans cet espace. Chacune de mes vidéos se comporte ainsi. Mais si on ne le sait pas, si on n'a pas de point de comparaison, ce soupçon paraît évident. On voit bien qu'il est difficile de distinguer ce qui relève d'une diffusion normale et ce qui est, d'une certaine manière, contrôlé. C'est tout à fait juste sur le plan méthodologique que nous évoluons parfois sur une glace mince. Mais on peut bien sûr, à partir de l'observation, utiliser le terme de ghosting lorsqu'on fait certaines expériences. Un exemple, une station de radio à fort contenu informatif, je ne dirais pas dans quel pays germanophone, ne m'a pas invité à des interviews depuis 11 ans. Et le fait est que je sais, par un rédacteur de ce média, qu'il y a là-bas certains rédacteurs qui font tout pour empêcher que je passe à l'antenne.
et qui m'attaquent aussi sur les réseaux sociaux. Et juste pour que ce soit clair pour les auditeurs et auditrices, depuis le début de la guerre, donc au cours des 3 ans et 3/4 écoulés, j'ai donné plus de 2200 interviews. Cela signifie que je ne peux pas dire que je suis totalement ignoré, bien au contraire. J'ai donc accès aux médias de diffusion. Mais il est alors intéressant de constater, lorsqu'on donne autant d'interviews, dans différents pays, dans différentes langues, qu'un média vous ignore complètement, pour ainsi dire. Et là, on peut-être pas de manière scientifiquement rigoureuse, mais tout de même dire qu'il s'agit d'un ghosting, qu'une certaine opinion ne doit tout simplement plus être communiquée par un tel média. Oui, et là nous avons le problème que Patrick Baum évoque souvent, à savoir qu'il y a actuellement plus d'activistes que de journalistes dans les rédactions. Peut-être une dernière question, parce que cela m'intéresse aussi. Vous êtes notamment attaqué pour avoir participé à des conférences en Russie, y compris aux plus importantes, pour y avoir simplement assisté, même avant 2022, et cela vous est déjà reproché. Mais bon, est-il encore possible d'échanger avec des collègues russes en ce moment? J'ai eu une discussion avec un scientifique du CERN, et il m'a dit que tout avait été bloqué là-bas aussi. Il n'est plus permis de publier avec la Russie. Pour vous, c'est encore plus difficile, car la Russie n'est pas seulement composée de collègues, donc de collègues scientifiques, mais elle est aussi en partie un objet de recherche. Comment, au cours des 3 dernières années, ces échanges entre l'Europe, respectivement l'Autriche et la Russie, ont-ils évolué? Si vous le permettez, j'aimerais très brièvement revenir sur ce reproche qui m'est sans cesse adressé, à savoir d'avoir participé aux soi-disant conférences de Valdai, en ce qui me concerne de 2013 à 2018. Il est vrai que ces conférences sont organisées par l'administration présidentielle russe et que c'est également cette administration qui décide qui est invité ou non. Mais j'ai toujours participé à ces conférences, tout comme de nombreux autres collègues, d'Europe, d'Asie, des États-Unis, d'Amérique du Nord en général, parce que nous avions là l'occasion, en un même lieu géographique, à savoir la salle de conférence, de rencontrer justement le gratin de la recherche internationale sur la Russie. Et c'était bien sûr une motivation centrale pour moi de participer à ces conférences. Mais il est tout de même frappant. On me reproche d'avoir pris part à ces conférences, auxquelles je n'ai d'ailleurs plus assisté depuis 2019. Mais il n'est absolument pas question du fait que des personnes comme Ivan Kraschev, Sabine Fischer, Angela Stent, Richard Sakwa ou d'autres y étaient également. Tout simplement parce que la communauté des spécialistes de la Russie s'y réunissait pour entretenir cet échange. Mais cet aspect-là, lorsqu'on explique pourquoi on y était, quel était l'intérêt de cette rencontre et qui y a participé, on n'arrive tout simplement plus à faire passer cette argumentation. Au contraire, elle est réduite à néant. Mangot a participé à des conférences de Poutine, à des conférences du Kremlin, et cela documente sa trahison de l'intégrité. C'est bien sûr quelque chose auquel je suis constamment confronté et contre lequel je ne peux rien faire, car mes contre-arguments que j'ai exprimés ici ne sont tout simplement pas pris en compte. Mais revenons maintenant à votre question. Lorsque la guerre a commencé, je dois le dire ainsi, à mon université, l'université d'Innsbruck, il existait ce qu'on appelait un centre Russie, c'est-à-dire un institut de recherche interdisciplinaire qui menait des recherches sur la Russie et collaborait avec des collègues russes, des instituts russes, des universités russes. Lorsque la guerre a commencé, lorsque la Russie a déclenché la guerre, la direction de mon université a déclaré que le centre ne pouvait plus s'appeler Centre de la Russie, mais qu'il deviendrait désormais un Centre d'Europe de l'Est,
avec un accent particulier sur l'Ukraine. Et il nous a été, et cela est bien plus pertinent que ce que j'ai dit précédemment, explicitement interdit de collaborer avec des collègues en Russie qui ne prennent pas clairement position contre cette guerre, qui ne s'en distancient pas de manière explicite. C'est aussi une position totalement, déconnectée de la réalité. Car bien sûr, de nombreux scientifiques en Russie ne s'opposent pas publiquement à cette guerre. Non pas parce qu'ils la soutiennent, mais parce que s'y opposer signifierait pour eux la ruine de leur carrière, voire pire, jusqu'à l'arrestation et l'emprisonnement. Et dire que seuls ceux qui s'opposent explicitement à cette guerre, verbalement et publiquement, peuvent encore être des partenaires de coopération autorisés, et que les autres ne le sont en aucun cas. On m'a dit en privé, vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez, mais professionnellement, cela est inacceptable. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que ça a du sens. Nous comprenons pourquoi cela arrive. Il m'est tout simplement incompréhensible qu'on puisse reprocher à un scientifique de se rendre dans le pays qu'il étudie, d'y échanger avec les personnes qu'il étudie également, et en plus de cela, de percevoir comment le discours actuel se déroule dans le pays sur le sujet de ses recherches. Je veux dire, il y a tellement de raisons pour lesquelles on souhaite participer à ces conférences. A et B. C'est précisément lorsqu'une guerre éclate qu'il serait d'autant plus important de comprendre scientifiquement, surtout aussi les personnes qui soutiennent cela, donc pas seulement celles qui s'y opposent, mais aussi celles qui l'approuvent, afin de comprendre comment ce soutien se manifeste, afin de découvrir ce qui motive réellement le processus politique à l'intérieur de la Russie. Mais tout cela est actuellement détruit. La capacité d'interprétation est en train d'être détruite, et vous êtes un maillon de cette destruction de la compréhension de l'Europe pour ce qui se passe en Russie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais encore mentionner un autre collègue qui vit exactement la même chose. Il s'agit de Johannes Warwick de l'Université de Halle, qui est justement un expert en politique de sécurité et qui s'est exprimé à plusieurs reprises sur cette guerre en Ukraine. Il est encore bien plus massivement touché que moi par ce flot de haine, ces efforts de discréditation, même si je commence peu à peu à me rapprocher de sa situation et à être tout autant marginalisé, critiqué et diffamé. Mais c'est aussi une personne, une figure scientifique respectable, qui a légitimement une chaire de professeur, mais qui est systématiquement démolie, au point que ce collègue, comme je commence moi aussi à le faire, ne lit plus du tout les commentaires sur X, car il sait qu'il y a là une multitude de messages haineux, orchestrés ou non, et cela n'est pas supportable pour lui, ni pour moi, sans conséquences psychologiques. Juste pour dire, je ne suis pas seul. Il y a des collègues qui pensent de manière similaire. Par exemple, Roland Popp à l'ETH Zurich, l'historien militaire, se trouve dans la même position. Almut Roshovansky, pour la citer, qui est maintenant Non-Resident Fellow au Quincy Institute aux États-Unis, subit les mêmes discrédits. Ce que je veux dire par là, cela touche beaucoup de personnes. Et en même temps, je veux dire, je ne suis pas seul. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes en fait, au moins encore, un groupe minoritaire scientifique qui se soutient mutuellement. Monsieur Mangot, je vous remercie sincèrement pour ces explications. Et je tiens simplement à vous dire, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a construit des murs et détruit des ponts. Donc, si nous nous concentrons sur ce que nous voulons réellement accomplir, j'ai le sentiment que vous faites actuellement quelque chose de louable, c'est-à-dire promouvoir la compréhension, non pas la justification, mais la compréhension de ce qui se passe. C'est une bonne chose. Pour les personnes qui aimeraient lire davantage de vos analyses et s'intéressent à vos interprétations, où devraient-elles se tourner? En dehors des médias.
Publiez-vous régulièrement quelque part? Also publizieren Sie irgendwo regelmäßig? Ja, ich publiziere schon, also man kann mich in Oui, Fachzeitschriften je publie déjà. finden. Ich schreibe auch Bücher On peut über donc me trouver dans des revues spécialisées. Vorgeschichte und den Verlauf J'écris der aussi des livres. Jahre. J'ai écrit un livre sur la genèse et le déroulement des premières années de guerre concernant l'agression russe contre l'Ukraine. Es ist vor allem ein Buch, das Je pense que c'est un bon livre. nicht in den Mainstream C'est surtout un livre qui ne s'inscrit pas dans le courant dominant, car il ne fait pas comme si la guerre était tombée du ciel, mais j'essaye de contextualiser la guerre dans le cadre et l'évolution des dernières décennies. Quel est le titre du livre? Russie, Ukraine et l'avenir. Le titre est un peu banal, mais c'est l'éditeur qui l'a choisi. Mais c'est toujours une tentative de montrer clairement comment, en quelque sorte, différents acteurs des côtés Est et Ouest se sont retrouvés dans cette situation où l'on même favorisé, parfois aussi involontairement, simplement par manque de compréhension de l'autre côté. aus mangelndem Verständnis für die andere Seite. Wobei ich will das noch wiederholen, weil sonst wird man Je tiens à le répéter, car sinon on risque de l'interpréter immédiatement de manière négative. Bien sûr, la Russie porte seule la responsabilité du déclenchement de cette guerre. Mais le contexte est tel que la mauvaise décision russe peut être mieux comprise. On peut donc suivre ce que j'écris et ce que je dis également lors de conférences, mais les auditeurs et auditrices n'en auront pas forcément la possibilité. On peut encore m'entendre, même si c'est lors de moins en moins de conférences. Ce qui m'importe surtout, c'est ce que mon université appelle la troisième mission, à savoir la communication avec la société à travers le plus de médias possible, dans un esprit d'éclaircissement, d'interprétation et de soutien à la vie pour celles et ceux qui cherchent des repères. Lebensunterstützung für diese Menschen, die nach Orientierung suchen. Ich gratuliere dazu, dass Sie das Je vous félicite de continuer ainsi. S'il vous plaît, poursuivez dans cette voie. Je mettrai votre livre, votre site internet et d'autres liens dans la description de cette vidéo. Monsieur le professeur Mangot, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Ich danke Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler.